Aujourd'hui, on a une bonne nouvelle pour vous. On va parler d'argent. Oui, l'argent, le nerf de la guerre. Comment avoir beaucoup d'argent? Comment gérer l'argent qu'on a? Comment vivre en fonction de ses moyens? Comment ne pas vivre au-dessus de ses moyens? Comment investir? Dans quoi il ne faut pas investir? Prenez vos tabourets. À tout à l'heure. On a tous une bonne raison de suivre les femmes d'ici avec Double Millionnaire. Presea, partagez des moments fruités. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des Femmes d'ici, l'émission en question, l'émission autorisée, l'émission la plus suivie du monde, l'émission préférée de Joe Biden, l'émission regardée sur toutes les planètes, sur toutes les galaxies, l'émission regardée partout dans les 4 points cardinaux, l'émission indispensable à votre épanouissement, votre élévation, votre équilibre, votre indépendance financière et votre foi. Yes, sir! C'est la 204, c'est NCI. C'est la 204, c'est NCI. Sur le bouquet canal, c'est NCI. NCI aujourd'hui, NCI demain. Les femmes d'ici aujourd'hui et demain, après-demain, on est là, on bouge pas, c'est ça la vérité. La chanteuse, c'est la 2, c'est la normalement qu'elle dit 2, t'as dit 0, elle dit 4, et puis tu as dit NCI. C'est la 2. 0, 4. Rapidement, c'est la 2. 0, 4. NCI. C'est la 2, 0, 4. NCI. T'as dit 4 seulement. Oui, il dit 4, c'est toi, mais j'ai dit 4. Non, c'est la 2. 0. Eh. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Non, j'ai... Mon nouveau nom. Faut dire mon nouveau nom. Son nouveau nom, c'est quoi? Yasmina Vaouan. Pourquoi Vaouan? Parce que, de toute façon, elle Vaouan les gens. Ça veut dire Elle va quoi? te dire que... C'est une expression pour dire qu'elle elle double les gens, en fait. Ah. Voilà. C'est là, Ego, elle va te dire, envoie-moi ta localisation tout de suite. Ouais. J'arrive, je suis là dans 10 minutes. Si. Va au moins qu'à 7 h du matin, on l'attend. Alors, ça, je peux confirmer, effectivement. Ça, je peux confirmer que c'est un être humain vaouantique. et donc, ouais, bon, voilà. Mais bon, c'est tout, Yasmina. On est déjà néo. Ouais. Comment? C'est pour ça qu'elle, en fait, quand elle dit quelque chose, il faut faire des photos. Si elle dit j'arrive, il faut qu'elle soit au volant de sa Si elle est voiture, malade, il faut qu'elle faut qu'elle klaxonne voilà. pour être sûre. Voilà, faut qu'elle Alors filme que j'ai la un route. nouveau nom. On m'appelle désormais, je ne m'appelle plus Yash, je m'appelle Brabus. Ah ouais, Brabus, c'est une marque, c'est une grande marque. C'est la marque la plus chère. Maman a Brabus. Brabus Vaouan. Voilà, elle a reçu son nom. D'accord, très bien. En attendant, on va faire l'émission et puis après on va discuter des noms de chacun. On a un sujet super intéressant aujourd'hui. Franchement, Ouais, moi j'adore parler d'argent, comme j'adore aussi l'argent, tout simplement. On adore que dire. Exactement. On a deux invités, deux poids lourds, deux Brabus, justement. Nous avons Vincent Cadio, entrepreneur. Bonjour. Comment ça va, Vincent? Très bien, très bien. Je suis Alors, content d'être là. Vincent Cadio, tu es entrepreneur, Oui, mais pas que. mais pas que. Je suis salarié entrepreneur, on va dire ça comme ça. Ouais. Ah, fallait pas dire Mais ça. aussi, tu aides beaucoup les personnes pour tout ce qui est indépendance financière. Oui, on accompagne beaucoup de personnes qui ont envie d'arriver à cette indépendance financière-là. Ouais, parce que toi, tu y es arrivé. On est en chemin. On est en chemin. On est en chemin, on est en chemin. Donc, tu pourras... L'argent suffit jamais. Tu diras jamais. Tu diras, mais nous, on voit. Oui, il y a un peu quand même, c'est pas mal. D'accord. On dit merci à Dieu quand même, pour le peu qui est venu. Super, On très attend bien. la suite. On attend la suite. Nous avons aussi Brice Kwao, qui n'est plus à présenter. Brice Kwao, qui est de l'école de la Bourse, mais qui est entrepreneur aussi. Oui, moi je suis devenu entrepreneur à plein temps. C'est ça. Le 31 janvier. Donc, avant, j'étais salarié, entrepreneur, Ouais. investisseur en bourse, investisseur immobilier. Donc, Ouais. j'ai retiré une case pour me concentrer sur l'entrepreneuriat. D'accord, très bien. Et donc, avec vous, justement, et c'est bien que vous ayez ces profils-là de salariés, d'abord, parce que c'est ça, en fait, c'est ça le problème. Salarié maintenant entrepreneur et pour Brice, entrepreneur plein pot. Donc, on va parler d'argent. On aura beaucoup de questions, mais surtout des cas très pratiques pour que toutes les personnes, puisque comme je dis, et je n'abuse pas, c'est l'émission la plus suivie du monde, il faut que tous ceux qui sont au fin fond de, je ne sais pas moi, de Kinshasa, du Mali, du Congo et tout, puissent se dire « Ah, cette émission s'adresse aussi à moi et je peux être libre financièrement. » D'accord? Alors les filles, moi ce que j'ai envie de vous demander, c'est comment est-ce que vous gérez votre argent?
Est-ce que vous pensez que vous êtes des dépensières ou alors non, vous êtes des achébés? Alors, j'ai pas envie que tout le monde réponde à la même question parce que je sais qu'Aurélie, elle a un profil très particulier. Voilà. Alors, ça va vous étonner, mais bon. Ouais. Bon, dis-nous. On va dire que je dépense pour des choses qui sont peut-être souvent un peu inutiles. Mais je fais surtout attention d'abord à prioriser mes charges. Bien évidemment que le plus important, c'est de payer son loyer, ses factures. Et le reste, après, si on veut se faire plaisir, on se fait plaisir. Mais je pense qu'effectivement, c'est très bien. D'ailleurs, je vous avais même dit que cette émission est bien arrivée pour moi parce que tout le monde n'a pas une bonne gestion de l'argent. Donc après, on peut faire peut-être de mauvais choix ou de mauvais placements. Et si on a des idées aujourd'hui pour mieux nous structurer, comme ceux qui nous regardent, ben c'est bienvenu. Ouais, ok. Yasmina. Waouh, très belle question. Je ne sais même pas quoi répondre. Je ne peux pas dire que je suis une mauvaise gestionnaire parce que moi, je suis indépendante, donc je ne suis pas mariée, comme tout le monde le sait. Enfin, tout le monde, je l'annonce. C'est une annonce, effectivement. C'est une annonce. Ça vous a dit, la prabuste désormais. C'est breaking news. Breaking news. Donc, du coup, j'arrive quand même à payer mes factures, à faire beaucoup de choses, à faire beaucoup de choses. Ouais, je n'ai pas trop parlé, mais j'arrive à faire quand même mes projets d'immobilier, plein de choses comme ça. J'arrive à me positionner, mais je vous avoue que c'est pas du tout facile quand tu n'as pas une personne à côté de toi pour te dire il faut dépenser comme ça. Faut pas... Des fois, tu dépenses, tu regrettes. Moi, il m'arrive plusieurs fois de faire. Mais maintenant, ce qui m'arrive, c'est que quand je dois dépenser, il y a des Yachou, non, c'est pas important. Yachou, tu peux pas acheter ça, c'est pas important. Ça, on est en train de vouloir prendre ton esprit. Refuse. Je me parle à moi, mais oui. L'esprit. Des fois, tu vas aller payer perruque de 500 000. Ah, ça là, à ce moment-là. Hein? Tu peux te faire voir une série, on te voit à la télé, puis après. Peut-être que tu as des ciments là-bas, il n'y a même pas de ciment depuis 4 jours, tu fais boucher à la télé. Donc tout ça, c'est des petits trucs, quoi. Ouais. Nous dis, Dieu. Bon, je pense que... Dieu, Sandrine et puis Aurélie, c'est le même groupe, là. Tu as dit juste qu'avant, hein. Vous connaissez mon amour pour les voyages et tout. Ouais. Mais justement... Est-ce que je suis une bonne gestionnaire? Honnêtement, si je dois être honnête avec moi-même, non. Ouais. Je ne suis pas une bonne gestionnaire parce que des fois, c'est vraiment des dépenses compulsives. Dont tu n'as pas forcément besoin sur le moment. Je pense que comment on dit ça, l'éducation financière est vraiment importante à avoir. Ouais. Et je m'intéresse à ça de plus en plus parce qu'effectivement, je suis plutôt jeune, hein, je prends de l'âge. Donc, il va falloir maintenant faire des choses carrées, propres et tout. C'est vrai. Donc, c'est important de savoir bien gérer son argent. Ouais. Et surtout quand on n'a pas beaucoup de charges. Moi, j'ai la chance de vivre en famille, donc je n'ai pas vraiment de charges. C'est ça ta chance, ouais. C'est vraiment le moment pour moi d'économiser, c'est vrai. Je me rends compte qu'en fait, non. 1, 2, 3, je suis partie. Voilà, parce que tu as l'argent, donc tu fais. C'est pas bon. Donc oui, cette émission est aussi faite pour moi. Quand on se responsabilise, on fait plus attention quand même un peu. Non, c'est sûr. À la fin du mois, tu vas payer ton loyer, l'animatrice n'a pas payé son loyer. Il était dit. Ils sont au courant sur l'animatrice. Ils ont coupé dans la rue. Dans la rue, on ne sait pas ce qu'on va te faire, c'est ça. Abomination. Yes. Alors, on a posé la question, on a posé par contre une autre question aux Ivoiriens. On vous a demandé comment créer des sources de revenus diversifiées. Quels sont les caractères d'un entrepreneur? Voilà. On écoute. Pour ceux qui sont dans la fonction publique, ils ont le programme mensuel. Qui sont dans le privé, c'est pareil. Mais pour ceux qui sont dans les petites et moyennes entreprises, on a un programme qui leur concerne souvent une, deux, peut-être trois activités. Mais en fonction de l'activité que la personne a, il établit un programme normal. Et en fonction de ça, il travaille. Et on fait tout compte fait pour que tu puisses avoir des revenus, rentables. Il faut qu'il y ait un programme qui soit bien établi, bien élaboré. C'est en fonction de ça que tu pourras voir tes activités, connaître une certaine extension. Dans le domaine des affaires, il faut être vraiment rigoureux. Dans le domaine des affaires, il faut vraiment objectif, voir vos affaires à réussir. Tout travail aspire à diversifier un peu ses sources de revenus. Mais de nos jours, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué parce que à peine même tu arrives à épargner, donc tu veux forcément investir dans autre business. Mais le temps ne te permet pas. Le temps ne te permet pas. Donc, je prends un exemple palpable pour quelqu'un qui veut soit créer une petite activité au quartier, soit une cave. Il faut forcément quelqu'un pour gérer la main-d'œuvre. Donc, tu crois une personne, tu dis, bon, moi, en fonction de ce que je vais avoir dans mon activité, c'est comme ça que je vais te payer. Tu veux parler peut-être un salaire de 20 000, 30 000, il va te refuser carrément.
Donc du coup, il n'y a pas quelqu'un de confiance. Parce que du coup, tu es au travail, il va fuir avec ton argent. C'est un peu compliqué pour avoir des gens. Sinon, tout le monde aspire à faire une autre activité en dehors de ce qu'il fait. Le temps ne nous permet pas, donc il faut avoir quelqu'un d'autre à côté. Mais c'est cette personne-là qui est aujourd'hui difficile à avoir parce que la vie est un peu compliquée. Un bon entrepreneur, il doit être strict sur son investissement. Il doit être strict sur son investissement et puis écouter aussi les autres. Après le boulot, il faut généralement créer des AGR, qui sont des activités génératrices de revenus en dehors de ton salaire de base, qui pourront t'aider lorsque ça sera coincé, soit si tu as des, comment dirais-je, si ton salaire est bloqué ou bien tu as des soucis, ces AGR pourront t'aider dans tes moments difficiles. Voilà. C'est comme ça qu'on s'y prend. Soit après le boulot, si tu as du temps, tu peux aller soit conduire les véhicules de transport en commun. Voilà, donc c'est ce qu'on fait pour se maintenir. Il y a beaucoup de plaisirs. Ce sont les plaisirs qui mettent les jeunes dans certains problèmes. Donc il faut être ferme, il faut avoir des objectifs bien précis. Moi, par exemple, le matin, quand je me lève, il y a ce que je crie la veille, que je dois faire la journée. Bon, c'est ce qui m'aide un peu. D'accord, ok, pas mal. Moi, je rajouterais qu'un entrepreneur doit avoir de la discipline. Ouais, forcément. Ouais. Là, je suis d'accord. C'est vraiment la base, en fait. Alors, donc on va parler maintenant d'argent. Je pense qu'en première partie, on va voir comment est-ce qu'on arrive à gérer ses finances quand on est salarié. Parce que c'est le cas pour beaucoup de personnes. Ils vont au travail, ils ont un salaire à la fin du mois. Comment est-ce qu'ils gèrent cet argent-là? Parce que généralement, cet argent ne suffit même pas. Ouais. C'est normal même que ton salaire ne suffise pas. Ah, c'est ça, la question. On même dépasse son salaire encore. Bon. Je vais commencer par ça. J'ai envie de dire... J'ai envie de dire que c'est un peu normal si le salaire ne suffit pas. OK, parce que si on veut être vraiment juste, une entreprise, elle peut augmenter les salaires, mais elle peut le faire combien de fois, combien de temps et pendant combien d'années? Ce n'est pas évident. Donc, même si elle vous donne un salaire, qu'elle fait une augmentation de 5%, 10% l'année prochaine, même si elle fait encore une augmentation de 3-6% l'année prochaine, quand on prend, à contrario, comment le coût de la vie va plus vite que ça, forcément, à un moment donné, même l'entreprise qui essaie d'être la plus généreuse, etc., ne pourra pas payer tout le monde au même rythme que l'inflation. Ouais. Donc, à un moment donné, elle ne pourra pas continuer à constamment augmenter les salaires. Ça va forcément se bloquer quelque part. Ouais. Donc, c'est pourquoi les entreprises vont, à côté du salaire, mettre en place d'autres mécanismes qui permettent aux salariés de gagner un peu d'argent. Donc, il y aura des bonus à la fin de l'année. Donc, le bonus, on va mettre en place le 13e mois. On va essayer de soutenir les différents salariés pendant la période de Noël avec peut-être des bons d'achat, ce genre de choses. On va organiser... les bonnes entreprises qui font ça. On va m'énerver là. On va nous énerver dans le plateau. Les bonnes entreprises sont ça. Donc, si... C'est quelle entreprise nous connaît pas aussi? Bon, comment on va citer là? Ça, tu ne l'as pas dit où? Il y a ces mécanismes-là qui permettent vraiment aux salariés de s'en sortir. Mais ce qu'on doit retenir, c'est que le salaire, c'est pour vivre, le bonus, c'est pour se réaliser. Donc, si vous êtes dans une entreprise qui n'a pas encore une politique de bonus, il faut vraiment militer fortement à ce qu'il y ait du bonus, parce que le bonus il peut être un peu plus conséquent. Le salaire, c'est 1 mois, 1 mois, 1 mois. Mais le bonus, ça peut être 3 mois de bonus, 4 mois de bonus, 5 mois de bonus. Ça, c'est vrai. Et avec ça, on peut se réaliser. D'accord. Donc, de façon concrète, quant à ton salaire? Oui, moi, ce que je voulais plutôt demander, c'est pour des personnes, parce que toutes les entreprises ne donnent pas forcément des bonus, surtout les entreprises naissantes qui sont encore même en train de vouloir s'implanter. Donc, le salaire de base. Partons sur un exemple concret d'une personne qui gagne à peu près 150 000 francs par mois. Un exemple. Comment est-ce qu'elle peut économiser sur cette base-là, sachant qu'il y a le pouvoir d'achat à augmenter, comme on a dit, ou à diminuer même, je dirais, qu'il y a des enfants à gérer, que peut-être ça peut être une personne célibataire comme en couple. Comment on fait pour économiser si on ne se maintient que sur cette base-là? Ouais, ça dépend de vous. Hein. Brice, si tu veux répondre, il n'y a pas de... Bon, déjà, ce que moi je pourrais dire, il faut, concernant la santé financière, avoir pour chaque aspect des normes qui permettent d'apprécier est-ce que ce que je reçois est suffisant sur cette question-là.
Au début, quand vous parlez de gestion, vous avez toutes dit que vous n'arrivez pas à gérer. Mais aucune n'a dit précisément à partir de quels critères elle s'est considérée comme mauvaise gestionnaire. Donc, si on parle de la gestion, par exemple, on va parler du taux d'épargne. Donc, le taux d'épargne, c'est-à-dire quand vous prenez le revenu, il y a la partie consommation et la partie épargne. Donc, c'est à partir du taux d'épargne qu'on apprécie si quelqu'un arrive à bien gérer ou pas son argent. Donc, l'une des mesures qu'on a en finance personnelle, c'est 20%. Bien sûr, il y a tout le débat qu'on a en finance personnelle, mais il y a quand même un consensus entre 10 et 20%. Donc, comment je vous écoutais, ce que je n'ai pas entendu, c'est quand je gagne mon argent, par exemple, je dépense tout. Là, oui, tu es une mauvaise gestionnaire. Mais si tu gagnes ton argent et que tu arrives à épargner, par exemple, 20, 25%, 30%, et que tu voyages, il n'y a aucun problème. La vie, c'est pour vivre. Totalement. C'est pas pour épargner. On n'a pas dit que j'ai... Non. Elle n'a pas dit qu'elle épargne. Ce que je disais, c'est qu'en fait, je n'ai pas eu la mesure. C'est ça. C'est là que je veux vous envoyer. Il faut une mesure pour apprécier les choses. Donc, sous l'angle de la... Un cas concret, finissez quand vous allez finir, vous donnez... Voilà, donc, avec, par exemple, la gestion, la mesure, c'est 20%. La moyenne, et puis 10% le minimum. Avec le salaire, c'est plus délicat. Parce que comme moi, quelqu'un me dit qu'il a 150 000 par mois, immédiatement, moi, en tout cas dans mes cours, je le classe dans la catégorie « gagne pas assez d'argent ». Donc, je vais plutôt le former dans la capacité, comme ils ont dit, à diversifier les revenus, à créer d'autres sources de revenus. Mais j'ai un auditeur de l'EDB qui gagne 1,3 million par mois et qui épargne 50 000. Vous voyez que lui, son problème, ce n'est pas qu'il ne gagne pas assez d'argent. Donc, dans le coaching, on écoute les gens. On écoute les gens et on essaie de voir par rapport à ce qu'il gagne, par rapport à ce qu'il épargne, quel est réellement son problème. Est-ce que son problème, c'est sa capacité à gérer ou sa capacité à gagner ou même après, on va voir sa capacité à faire fructifier. D'accord. Donc, c'est pour chaque chose, vraiment avoir des normes qui permettent d'apprécier quelle est la... Donc, pour 150 000, moi, je ne serais pas tenté, ça dépend maintenant de la situation de la personne. S'il est jeune, il est en début de carrière, il doit avoir de la discipline de gestion. Il peut l'avoir. Mais si c'est un homme, une femme qui a de la famille, il doit, entre guillemets, rapidement diversifier ses revenus. Oui, parce que j'aimerais demander... C'est compliqué aussi en même temps. Oui, on va dans 150 000, si c'est un père de famille, par exemple, on peut prendre l'exemple peut-être d'un salaire moyen, d'un gardien, d'agent de société de sécurité, c'est à peu près ce qu'il gagne. Non, 65 000. Ça dépend des sociétés. Je prends les bonnes. Non, il ne faut même pas faire bien les deux enfants, à gérer, peut-être madame gagne 100 000 francs aussi en tant que, voilà, il se gère avec. Donc, diversifier, c'est-à-dire, même si ce n'est pas 20%, il peut au moins garder 10%, enlever 10 000 dedans, pour pouvoir économiser, parce que pour diversifier, il faut quand même économiser. Il va prendre 10 000 pour payer ça, 10 000, il ne peut pas économiser. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'on est là. Quand on pose quand on ouvre le débat de la diversification des revenus, on va vous expliquer comment on le fait. On le fait. Et des fois, ça n'implique pas nécessairement de l'argent. Très bien. On va y arriver à la diversification. Donc, pour l'instant, même si on n'est pas sur 150 000, allons sur les taux en fait, d'épargne et les enveloppes qu'on peut faire avec un salaire. Voilà. Justement. Alors, si vous avez quelqu'un qui, en plus du salaire et peut-être des gombos, je dis ça au hasard comme ça, peut se retrouver tous les mois à 3 millions, 3,5 millions. Qu'est-ce qu'il doit épargner quand on sait que, par exemple, son loyer peut être de 400 000 francs, peut-être la personne peut avoir une servante à 65 000 francs, puis le reste, ça rentre dans des petits frais de course et tout machin. Comment la personne peut épargner son argent? Est-ce qu'on fait un tableau où on fait des enveloppes chaque fin du mois? Voilà. Comment est-ce qu'on fait? Voilà. Donc, sans dire que la personne peut payer sa dîme aussi. Hein. Oui, voilà, tout ça. Donc, c'est quoi les cases? En fait, ce que je veux dire, c'est que, comme je parlais tout à l'heure de la température, 37 degrés comme étant la norme, l'épargne a un taux. Donc déjà, quand on me dit 3 millions, 1 million, si je prends par exemple les 3 millions, il peut aller jusqu'à un certain niveau. Moi, quand je travaillais, j'étais à 40%. 40% de ton argent. Voilà. 3 millions, 40%, c'est combien? Ça fait quand même 1,2 million. Pour épargner. Non, elle a pris mon taux avec son exemple. Voilà. Donc, ça dépend maintenant de comment la personne appréhende sa vie. Donc, 20%, c'est le taux. Maintenant, il peut travailler sur plus. Sinon, moi, je ne dis pas aux gens, comme je le disais tout à l'heure, là, il faut forcément, par exemple, je gagne 3 millions et puis vivre dans le contentement. Si tu gagnes 3 millions, tu peux apprécier les plaisirs de la vie. Donc, tu fais ton organisation, peut-être que tu vas mettre un tiers de côté, donc 1 million. Et puis, les 2 millions, tu apprécies la vie que Dieu t'a donnée.
Maintenant, à l'intérieur des 2 millions, quand tu vas fixer le loyer, la popote, les enfants, tout ça, notre rôle sera de t'aider à stabiliser ça pour que les choses ne dépassent pas et que les 1 million, les 1 tiers, voilà, les 1 tiers que tu t'es défini puissent effectivement rester. Mais il ne faudrait pas que quand les gens gagnent de l'argent, ils se disent la vie, on a une grâce des fois d'apprécier certaines choses. Si tu as 3 millions, on se dit 1 tiers et puis le reste, on le ventile pour rester dans des normes. 1 tiers, c'est pour l'épargne. Mais je n'ai toujours pas la réponse à ma question, c'est quoi les cases à prioriser? On sait qu'il y a le loyer. Est-ce qu'il y a les parents, ce qu'on donne aux parents? Est-ce qu'il y a maladie? Oui, tout ça. Tout ça. Donc, loyer, repas, moi j'appelle ça... le pourcentage de répartition des différents... Je vais vous surprendre. Moi, par exemple, quand j'enseigne la gestion, je ne donne pas de pourcentage de loyer, de popote, de transport. Vous comprenez bien ma philosophie. La vie, c'est pour vivre. Donc, votre consommation, là, elle doit juste ne pas excéder 80% de vos revenus. Maintenant, à l'intérieur de votre consommation, par exemple, pourquoi j'ai un problème avec les cases des loyers, des taux, là? Je vous donne un cas. Moi, je travaillais et j'avais, à une époque, 550 000. Et j'avais un loyer de 130 000. Donc, quelqu'un qui raisonne en case, il va dire, oh, 130 000 sur 550 000, ça fait tel pourcentage. Mais j'avais un transport de 10 000. Pourquoi? Parce que j'ai fait le choix de quitter Yopougon pour aller à Nono, pour être à 15 000 de mon travail et payer 10 000. Donc, quelqu'un peut avoir un poste de dépense, comme par exemple loyer, qui excède un fameux taux, mais il a compensé ça autrement par un transport négligeable. Donc, il faut juste que la consommation, au final, ne dépasse pas 80% et qu'on ait cette épargne de 20%. Quand ça fait là, on peut vivre. Très bien. On met la pub pour pouvoir bien vivre et on revient tout de suite. De retour sur le plateau des femmes d'ici avec Vincent Cadio et Brice Kwao. On parle aujourd'hui de finances, d'argent. Pardon, Kadi, Yasmine n'a qu'à poser sa question qu'elle a dit derrière. Elle a dit quelle question? Pendant la pub, elle a posé une question. Dit quoi? Non, je dis que... Faut demander. Non, je dis... Non, c'est pas une bonne question. Il faut demander. Je m'appelle Brabus, maintenant, il fait plus simple. C'est quoi? J'étais en train de dire que moi, j'avais une amie que j'ai rencontrée, enfin une copine à moi, et son époux, ils avaient un tableau sur leur frigidaire. Donc, c'est écrit nourriture, salon de coiffure, tissage. À l'époque, c'était tissage. J'ai dit, mais pourquoi ton mari fait que tu te tisses une fois dans le mois? Non, moi, j'ai la bouche là. Elle dit, ma chérie, c'est un gars, il gère l'argent. André, il est financier, un truc comme ça. Dans ça, ils sont restés là. Je vous assure qu'ils ont payé maison. Ils ont payé deuxième maison. Wow. Elle a pu finir ses études. Elle est avocat au barreau là-bas à Londres. Son mari aussi est financier. Il vient d'ouvrir une grande entreprise ici. Elle est aussi entrepreneur. Elle fait des bougies tout de côté. Mais il a fallu qu'il mette... Elle a un mari financier pour serrer. Nous, les tabac qu'on a eu là. Souvent, le gars même, il est gigolo. Mais tu ne sais pas qu'il est gigolo. Le jour maintenant qu'il trouve une go qui est un peu dans le divorce, qui est chaud, lui, il s'en va à cause de l'avenir. Garçon qui vit chez femme, comment lui, tu vas économiser? C'est pas la peine. Oui, maintenant qu'on va parler divers concret. Ouais. Quelqu'un qui est salarié à plein temps, dans quoi est-ce qu'il se met? Parce que ça, tout investissement, tout entrepreneuriat demande du temps de la personne et tout. Donc, dans quoi est-ce qu'il investit son argent et comment est-ce qu'il arrive à gérer finalement son travail à plein temps et puis son entreprise? Je pense que Vincent va répondre. Attends, tout ce qu'on disait avant, c'était pas concret. Maintenant, je viens de... What does it mean? Tout est concret, en fait, du début à la fin. Voilà, c'est ça, en fait. Tout est concret, en fait, du début à la fin. Peut-être c'est ça qui t'intéresse. Oui. Voilà. Sinon, nous, on est concret dans notre émission, ça, là. Sinon, tout, du début à la fin. Quand il dit ma belle Brabus, c'est concret. Allons-y. OK, alors, en tant que salarié, on doit comprendre qu'on a des contraintes que celui qui est entrepreneur à temps plein n'a pas forcément. Ouais. On va conceptualiser ça, on va supposer qu'on divise la journée en 3 fois 8 heures. Donc, on a 8 heures pour se reposer, parce que notre corps est une machine, mais qui a besoin de se reposer. C'est vrai. Le salarié, lui, il a 8 heures qu'il va consacrer à son emploi. Donc, il ne peut rien faire pendant ces autres 8 heures. Et puis, il y a les dernières 8 heures, qu'on va appeler les 8 heures décisives. Et c'est pendant ces 8 dernières heures que le salarié doit être capable de pouvoir mettre en place des activités pour pouvoir générer des revenus supplémentaires. OK? Donc, si un salarié utilise les 8 heures de travail pour pouvoir développer un business, il n'est pas éthique, il n'est pas bien, et ce n'est pas recommandé.
C'est quel 8 qui reste. Voilà. Maintenant, le vrai problème que nous avons, c'est que les 8 heures de sommeil sont consécutives. Donc, ça peut être de 22 heures à 6 heures. Oui. Les 8 heures de travail sont consécutives. De 8 heures à 17 heures ou à 18 heures, ça dépend si on a 1 heure ou 2 heures de pause. Ouais. Maintenant, les autres 8 heures, on a une petite partie de 6 heures à 8 heures, ça fait 2 heures. Oui. On a une heure entre midi et 13 heures. 2 heures d'embouteillage d'Abidjan, oui, allons-y. Voilà, donc c'est ça qu'on va retomber. Donc, on a 1 heure entre midi et 2. Oui. Et puis, on a 5 heures qui sont consécutives de 17 heures à 22 heures, si on suppose que la personne s'en va dormir. Donc, en fait, là où on a la plus grande tranche, c'est de 17 à 22 heures, mais il fait nuit. Et puis, il faut s'occuper des enfants. Le problème que nous avons, c'est que de 6 à 8 heures, on passe notre vie dans les embouteillages. À midi, on est obligé de manger, sinon on va finir par mourir. Le soir, à 17 h jusqu'à peut-être 19h30, 20 h, on va passer une partie de notre vie dans les embouteillages. Ou avec les enfants, en famille. Et quand on arrive à 20 h, on doit passer du temps avec les enfants, la famille, etc. Donc finalement, il n'y a plus de temps pour entreprendre. Donc une partie des salariés sont pris dans ce cercle vicieux et n'arrivent jamais à entreprendre. Donc pour ça, il faut pouvoir prendre des décisions. Et il y a un mot qui va prendre tout son sens, le mot sacrifice. Et si ça, je vais emboîter le pas, ce que Brice disait. Moi également, à un moment donné de ma vie, je veux... On peut au moins citer le nom des quartiers, non? Oui, bien sûr. D'accord. Mais je vivais aux 2 plateaux et je travaillais à Makori. Oui. Donc je faisais tout l'embouteillage du 2 plateaux jusqu'à Makori le matin et tout l'embouteillage de Makori à 2 plateaux le soir. Pas facile. Donc je passais pratiquement 5 heures dans l'embouteillage tous les jours. Ouais. Je ne pouvais plus rien faire. Vrai. Donc ce que j'ai fait, j'ai accepté à un moment donné de prendre... De déménager? Ouais. Je ne voulais pas encore déménager, donc j'ai pris un 2e petit appartement. Si tu allais en prendre 2e. Oui, il y avait un peu là. Ça garçonnait en fait. Bien m'asseoir. Ça garçonnait. Qui lui, il était à Vridi. Et donc, de Vridi à Makori, ça me faisait 18 minutes aller-retour. Ce qui s'est passé, je me suis dit, bon, si je me libère de 18 fois 2, ça va être 36 minutes. De 5 heures, je passe à 36 minutes d'embouteillage par jour, ça me libère au moins 4 heures. Et en 4 heures, j'ai le temps de développer maintenant beaucoup d'activités. Et ce qui s'est passé, je me disais que si je travaille vraiment sérieusement pendant 4 heures, je suis capable de générer les 50 000 que coûtait le 2e loyer. Et ce qui s'est passé que je n'avais pas prévu, c'est que le fait de faire 5 heures d'embouteillage par jour, je faisais 3 pleins dans le mois. Le plein était aux alentours de 50 000. Donc ça me faisait 150 000 de carburant par mois. Mais par le simple fait que j'ai arrêté de faire 5 heures d'embouteillage par jour à 36 minutes par jour, je suis passé de 3 pleins à 2 pleins. Ouais. Et donc j'ai économisé déjà 50 000 qui finalement est venu payer le 2e loyer sans même que j'ai eu besoin de générer des ressources. Mais en plus, j'avais maintenant suffisamment de temps pour développer d'autres activités. Donc, il faut comprendre qu'on doit gérer notre temps et ça va imposer de pouvoir faire quelques sacrifices. Maintenant, le salarié ne peut pas se lancer dans tout. Voilà, c'est ça. Et il y a 4 caractéristiques de business dans lesquelles, si le salarié se lance, ça va marcher au début, mais ça va finir par échouer. Effectivement. Ah ouais, je suis totalement d'accord avec vous. Okay. Moi, je l'ai vécu. Vite. Comme quoi, ces 4-là. Première caractéristique, il ne faut pas que cette activité nécessite votre présence de 8 à 18 heures. Sinon, vous êtes obligé de mal gérer, etc., etc. Deuxième caractéristique, il faut que vous soyez capable de trouver des clients en utilisant Internet. C'est vrai. Parce que si vous avez une activité qui nécessite votre présence ou qui ne se développe que lorsque vous êtes là. On dit dans une zone de chalandise où il y a des gens, vous ne pouvez pas développer cette activité quand vous êtes assis au bureau. Troisième caractéristique, il faut que ce soit relativement simple à faire. Il y a des activités qu'on peut lancer, ça semble être de bonnes idées. Par exemple, beaucoup de personnes sont lancées dans la vente de vêtements. En se disant, les femmes aiment les vêtements, etc., etc. Mais très vite, elles se sont rendues compte que de 2-3 vêtements, après, elles doivent transporter des sacs. Pourquoi? Parce que le blanc, il y a son blanc cassé, il y a son blanc, blanc jaune, il y a son blanc ceci, il y a toutes les tailles, il y a S, il y a X, etc. Quelqu'un va vous dire qu'il porte du M, vous arrivez là-bas, le M C ou alors le M flotte. Donc, il faut plusieurs catégories, etc., etc. Donc, il faut que l'activité soit simple à faire. Et puis enfin, il faut que ce soit facile à contrôler. Parce que le vrai problème... Donnez un exemple d'une activité facile. Voilà, qui est facile à faire, qui est simple. Qu'est-ce qui est facile en tant que salarié? Non, je n'ai pas des faciles à faire, facile à contrôler. Facile à contrôler. Par exemple, quoi par exemple? Alors, il y a 6 familles de business, et ça, je vais dire merci à Brice, on a travaillé là-dessus. Il y a 6 familles de business dans lesquelles un salarié peut se lancer et puis ça va marcher. Et il y en a où ça ne va pas marcher. Un qui peut marcher, c'est la formation. Vous avez ici... C'est un concentré de talents en animation, etc. Et je pense que vous êtes suivis de partout dans le monde. Et il y a beaucoup de gens qui ont envie de savoir s'exprimer en public comme vous le faites, etc., tenir une émission, etc. Donc, vous pouvez décider, OK, moi, j'organise une formation, ça peut être un workshop, un week-end où je n'ai pas émission,
où je vais prendre 20, 30 personnes à qui je vais donner les bases, les rudiments. Aujourd'hui, c'est évident, vous avez le flow, ça sort comme ça sort, on dit comme ça. Mais il y a des gens qui ont envie d'apprendre ça. Donc, vous pouvez avoir une activité de formation qui ne va pas venir déranger ce que vous êtes en train de faire et qui ne va pas vous obliger à ne pas être au travail pendant que vous êtes au travail. Ouais. C'est la première famille de business. Première famille, d'accord. Deuxième famille de business, c'est l'édition. Peut-être que aujourd'hui, l'édition, on peut voir ça de deux façons. Livre. Soit les livres que vous pouvez écrire. Oui, moi, je pense à écrire. Non, mais il faut. Je vous encourage. C'est vraiment depuis. C'est vrai, je voulais écrire un livre depuis longtemps. Non, mais je peux écrire aussi. Ça passait la personne. Tu sais pourquoi elle n'est plus fait. La personne veut prendre gay. Il veut que je le paye 1,5 million pour écrire. Et puis, quand mon livre sort là, il veut prendre combien de pourcents. J'ai dit, mon frère, il faut aller tes problèmes. Non, il y a des méthodes, Il est exact. Donc, c'est ça qui m'a découragé. L'édition. L'édition. Donc, soit vous écrivez des livres, okay. ou alors, aujourd'hui, vous enregistrez des programmes vidéo où vous êtes en train d'enseigner, de partager des choses. Ouais. On package ça correctement, les gens achètent et ça tourne. Okay. Ça, c'est la deuxième source. Mal. Donc, en tant que salarié, ça ne vient pas juste de votre boulot. Ouais. Troisième famille de business, c'est la location. Location, louer quelque chose. Ouais. Donc, vous pouvez avoir des biens que vous mettez en location. OK. Ça peut partir de... Voiture, maison... Mais là encore, vous êtes monté très haut. Ah ouais? Oui. Redescendez carrément. Vidéoprojecteur. Les caméras, quand les gens font nos vidéos. Caméras, les équipements qu'on utilise. Ça passe en location. Au niveau des mariages, par exemple, les habits traditionnels. Oui. En fait, comme ils disent, nous, par exemple, étant des salariés entrepreneurs, on a compris que les gens, comme vous dites, veulent savoir ça. Ça a créé un programme qu'on a fait ensemble. Ah ouais? Chaque année, on fait ça. C'est entre avril et juin, un coup, tous les deux. Donc, en fait, tout ce que vous voyez là, ça peut se transformer en produit que vous vendez. D'accord. On continue. Formation, édition, location. Location. Quatrième famille, c'est la revente d'accessoires. Mais vous ne devez pas rentrer dans la location, dans la vente de vêtements, parce que c'est trop compliqué. Ouais, ça n'arrive pas à gérer. Vous devez vendre des choses généralement qui sont unisexes, c'est-à-dire que garçon, femme peut utiliser. Et qui sont généralement soit des accessoires. Qu'on peut vendre électronique. Donc tout le monde a des téléphones et le téléphone est venu créer un problème. Il se décharge vite. Donc tout le monde a besoin de powerbank. Ça sort comme ça, très rapidement. C'est des choses en Je connais quelqu'un qui a fait succès dedans. 4 000, 6 000, vous revendez à 10 000, 12 000. de Chine et qui revend, et qui a trouvé un système de vente avec un fournisseur. Powerbank, écouteurs, et il vend ça AirPods et tout ça. D'accord, très bien. Si vous voulez vendre les écouteurs, ne vendez pas les écouteurs à fil, parce que ça dure. Les écouteurs sans fil. Là, ça regarde vite et puis tu... Non, ça se paie, c'est vrai. C'est mon quatrième. Moi, je cherche. On cherche toujours dans les vestiaires. C'est pour toi. C'est pour moi. Il y a une autre vous là. Pour moi, on m'a volé, même pour moi, là même. En fait, non. Ce qu'il dit est trop vrai, et surtout les accessoires, parce que si tu vends quelque chose qui dure, la personne ne va plus venir acheter vite. Il faut vendre quelque chose qui fait paix. Donc, je vais voir si vous suivez en classe. Premier, c'était quoi, Aurélie? Non. C'était quoi? La formation. La formation. Moi, je fais du premier. La formation, l'édition. Première formation. La location. Deuxième, c'est vidéo qu'on peut mettre ensemble. La location. Attendez, Didia. Premier. La formation, l'édition, la location, la vente d'accessoires. Très bien. C'est ça, oui, c'est ça. C'est ça. Et il y a encore deux autres. Reste, on continue. Il y a encore deux autres. Allons-y. OK. La cinquième source, c'est l'apport d'affaires, pour être apporteur d'affaires. Aujourd'hui, il y a vraiment un boom, par exemple, dans l'immobilier. Vous n'avez pas besoin, vous, d'aller constituer une société, gérer. Non, vous travaillez avec quelqu'un qui est relativement sérieux. Quand il fait ses visuels, vous repartagez ses visuels. Et puis, quand quelqu'un est intéressé, vous lui dites, OK, appelle telle personne de ma part, dis-lui que tu viens de ma part, il va te faire un bon prix. Donc, comme lui, il veut un bon prix, il va dire, je viens vraiment de la part de Yasmine, pour être sûr. Et donc là, on sait retracer qui a généré la vente. Ils vont faire tout le travail de marketing, de commercial, de convaincre, etc. Et quand ça marche, tu as ton pourcentage. Vous avez votre pourcentage. D'accord. C'est mieux. Et le dernier? Et la dernière source, c'est l'approvisionnement des supérettes. Ah bon? Comment ça? Il y a la gentille dame qui nous embellit là. Qui nous a maquillé là? Voilà, maman Massé, qui fait des jus. OK? Donc vous allez rentrer dans plein de supérettes, vous allez trouver des jus. Ça n'arrive pas comme ça. Il y a bien des gens qui fabriquent et qui déposent. Et donc, elle peut faire son boulot ici. Et puis, peut-être, un samedi, un week-end, faire une quantité, 40, 50 bouteilles. Elle livre dans une supérette, on lui fait un chèque, elle prend son argent. Tata Massé, tu as entendu, hein? Ça, c'est le gay comme ça qui est pour toi. Ça, je le fais très bien. Alors, Yasmine, tu vas reprendre tout du début, jusqu'aux 6 points. C'est ça, c'est sérieux, d'accord. Alors, on parle de formation. Comme il y a beaucoup de gens qui veulent être acteurs ou actrices ou bien un truc, on peut les former, donc c'est les week-ends. Ça nous permet de générer de l'argent. On vend aussi tout ce qui est matériel pour les téléphones.
Donc, les iPods, les XY, enfin, sans citer les noms, les powerbanks, etc. On a aussi les formations qu'on peut mettre en boîte, qu'on peut vendre. On a aussi les locations de matériel. Ça peut être... Nous-mêmes, on allait trop loin dans la fête de maison, mettre des petits trucs comme ça, les lumières pour faire les vidéos, etc. On a aussi location de voitures. Non, c'est la même chose là. C'est la même chose là. Aurélie, il n'a pas fini. Formation. Elle m'a mélangé. Formation, édition, location, vente d'accessoires. Et puis, le tout dernier, approvisionnement. Apporteur d'affaires et approvisionnement des supérettes. Voilà. Vous ne pouvez pas faire un coup KO. C'est ça, en fait. Il faut un coup KO. Laisse-moi faire le un coup KO. Voilà, vas-y. Formation, édition. Oui. Ça vient. Location. Je vais compléter à ce que VK non, mais comme c'est le coin, comme il a dit là, c'est une liste qu'on a grandi ensemble. Quand on a construit le programme, il y avait 4. En passé, je l'ai parté, on a complété. Donc, il y a infopreneur, comme je te disais là. Donc, moi, j'ai une chaîne YouTube et je suis monétisé par Google. On n'est pas encore dans les grandes sommes là. Mais je suis tombé un peu par hasard sur ça et puis j'ai fait et puis c'est passé. Donc, aujourd'hui, ce que j'ai vu, c'est que la partie comme les de formation, là, vous pouvez effectivement concevoir des contenus que vous vendez. Donc, le business model, c'est le business model des écoles. Comme vous offrez ça vraiment gratuitement à travers une chaîne. Donc, il y a des chaînes aujourd'hui qui parlent d'histoire. Des scènes, il y a une chaîne française qui parle de sexualité masculine. Qui parle en fait, il y a tout. Je peux bien donc, tu as un public, tu as un public qui est là chaque semaine. Moi, je suis un Français qui fait l'histoire d'eux. Donc, il te prend Ben Laden, Barack Obama. Chaque semaine, l'histoire d'eux. Ça fait 30 minutes, on écoute, c'est très bien. Et puis, Google le paye pour ça. Accompagné d'images. Non, tu peux faire ça avec tous les montages. Ou toi seul, tu parles. L'essentiel, c'est d'avoir une audience chaque semaine. Tu vends de l'information, les gens viennent et YouTube te paye pour ça. Donc, ça, par exemple, un salarié peut faire ça, il a sa chaîne, il développe un truc très précis. Donc la liste, on va la compléter. Voilà, donc... Je voulais même compléter par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure pour l'approvisionnement. Pour même des personnes qui vendent des mèches, qui vendent des produits, il y a deux options. Il y a aussi l'approvisionnement en ligne, c'est-à-dire on peut même passer par des grandes structures de distribution en ligne, des sites Internet qu'on connaît. On dit j'ai mon produit, voilà ce que je peux proposer. Et même récemment, je sais que TikTok, le réseau social TikTok s'est associé avec un grand site Internet aussi de vente en ligne en Europe qui est Amazon, je crois, aux États-Unis. Où si tu as des produits, tu peux faire passer par Amazon et tu fais ta pub sur TikTok. Et quand les gens vont là-bas, ils achètent et puis il y a plein de choses. Alors moi, je veux demander au monsieur, ici en Côte d'Ivoire, parce que nous, on a appris que pour monétiser, c'est compliqué en Afrique. Donc, est-ce que votre YouTube est monétisé, votre compte est ouvert ici ou ailleurs? Il est ouvert ici. Ah, chaque mois, pas chaque mois, chaque jour, je vois les sous passer. Mais maintenant, l'encaissement, on m'a dit que soit, parce qu'eux m'ont demandé, Google m'a demandé un compte bancaire, j'ai transmis. Donc, on m'a dit que soit ça va passer, ou bien ils vont passer par un acteur local là. Mais ce que je veux dire, c'est que le compte est monétisé. Oui, chaque jour, en tout cas, YouTube, c'est moins difficile que Facebook. Alors, vous parliez d'économie tout à l'heure, mais il y a aussi une question que j'aimerais vous poser. On nous parle aussi d'assurance. On nous parle d'assurance maladie, assurance maison en cas d'incendie. Il y a bien sûr l'assurance de la voiture qui est obligatoire, assurance X, assurance Y. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait... Parce que si on fait aussi les assurances, c'est difficile d'épargner. Donc, est-ce qu'on priorise les assurances ou on priorise l'épargne? Parce qu'entre les deux, des fois, quand le salaire n'est pas très élevé avec le business en tout, on n'a plus rien, en fait, après. En fait, il faut connaître les fonctions de l'épargne. Et pour chaque fonction, il y a des supports qui sont adaptés. D'accord. Donc, la première fonction de l'épargne, c'est la prévoyance. Donc, j'épargne pour faire face aux situations éventuelles qui pourraient me tomber dessus. Justement. On a une épargne même type qu'on appelle épargne de précaution, qui correspond à 3 à 6 mois de salaire, qui doit rester dans votre vie en liquide, au cas où il y a un problème comme ce qui se passe en Ukraine. Là. Ouais. Donc, dans la grande famille des épargnes de prévoyance, c'est dedans qu'on met les assurances. Donc, au lieu de dire, je vais garder de l'argent pour enterrer mon père,
je souscris un contrat d'assurance pour enterrer mon père. Au lieu de regarder l'argent pour me soigner au cas où je tombe malade, je souscris un contrat d'assurance. Voilà, donc, les assurances rentrent dans la famille des épargnes de prévoyance. Ah, d'accord. Donc, c'est vraiment que si on avait le temps, on aurait donné les 3 fonctions de l'épargne. Et pour chaque fonction, il y a des supports qui sont... si on peut aller rapidement, oui, on peut. Donc, première fonction, donc, épargne de précaution, prévoyance, avec le fait de combiner soit la banque ou les assurances. Deuxième fonction, épargne projet. Donc, l'épargne peut financer les projets, financer les projets de nos vies. Donc, pour ça, vous pouvez utiliser toujours les supports de la banque. Donc, vous allez mettre de l'argent tous les mois, soit en accumulation, soit pour lever de la dette auprès de la banque. Ou bien, votre épargne projet, vous l'investissez, comme par exemple en bourse, et puis la bourse capitalise l'argent pour financer le projet. La troisième fonction de l'épargne, c'est la fonction qui est la plus rare que les gens mettent en place, c'est investissement. Donc, je mets de l'argent de côté strictement pour investir. Et c'est cet investissement-là qui va générer de... Je reviens sur une question de dire tout à l'heure, comment diversifier les revenus. Il y a le fait d'être salarié entrepreneur et le fait d'être salarié investisseur. Donc, un salarié investisseur, c'est quelqu'un qui se dit, je n'ai pas assez de temps pour mettre en place un business, peu importe la façon dont on conçoit la notion de temps. Moi, j'étais salarié entrepreneur, donc je comprends très bien ce qu'il dit. Mais en même temps, je suis salarié investisseur. Donc, j'ai vu la différence entre l'argent que je gagne en bourse, l'argent que je gagne dans l'école de la bourse. Ce n'est pas la même chose. Je suis assis là, des banques me vident de l'argent. Je suis assis là, des opérateurs de télécom me vident de l'argent. Versus, je dois aller chercher des clients chaque mois pour former. Ce n'est pas la même chose. Donc, un salarié investisseur, c'est quelqu'un qui dit, pour diverses raisons, je n'ai pas le temps de m'engager dans un business. Donc, je vais bien gérer mon argent. Et chaque mois, je prends cet argent, je le mets sur des supports qui créent de la richesse indépendamment de mon engagement. C'est justement là où je voulais en venir. Quand quelqu'un arrive à se dire, bon, j'ai une certaine quantité d'argent sur mon compte épargne, je veux l'investir, dans quoi il investit son argent pour ne pas se faire gruger, pour ne pas tomber sur vraiment des malfaiteurs, des gens qui vont venir, ou quelqu'un qui va dire, envoie ton argent, moi je multiplie. À moins de risque, on se retrouve que c'est une pyramide de Ponzi, plein de choses comme ça. Comment est-ce qu'on fait? C'est la meilleure des questions, mais ce sera après la pub. Brice Kwao et Vincent Cadio sont avec nous pour parler argent. Yasmine Reda est là, Didia Soro est là, William, voilà, les gestionnaires. 204. Juste avant de partir en pub, Didia avait posé la question, dans quoi on investit pour ne pas se faire gruger? Déjà, il y a 2 réponses que j'aimerais vous proposer. Les domaines qu'on peut prescrire et les critères pour ne pas se faire gruger. Donc, moi, quand on me parle d'investissement, il y a 2 domaines seulement que je propose. L'immobilier et la bourse. L'immobilier, on connaît déjà. Donc, on achète une maison, on encaisse des loyers, on achète un terrain qui prend de la valeur. Justement. En bourse, ce sont des entreprises réelles qu'on connaît, dont on est client. Des fois même, on est salarié. Et il s'agit de switcher, en fait, de se dire, si je peux être client d'une banque, je peux être actionnaire de cette banque. Donc, comme vous le devinez, les banques ne vont pas se lever. Vous n'allez pas vous réveiller un matin et puis la compagnie qui nous vend le courant là a disparu. Donc, elle est là depuis avant qu'on ne naisse. Donc, c'est cette idée-là. Donc, ces domaines-là, eux, sont là. Ils sont là depuis toujours. Et c'est un peu plus sûr, on va dire. C'est beaucoup plus sûr. Parce qu'il y a des historiques, il y a tout ça. Maintenant, comment distinguer? Donc ça, je laisse maintenant les 2 domaines. Quand quelqu'un vient vous parler d'une opportunité d'investissement, comment distinguer si c'est quelque chose de bon, si c'est une arnaque? Première chose, c'est la compréhension. Vous devez comprendre le modèle économique de l'activité qu'on vous présente. L'une des choses que je constate, c'est que les gens veulent investir dans des choses qu'ils ne veulent pas comprendre. Quand tu commences à parler, oh, tout ça c'est compliqué, on met combien, on gagne combien? C'est ça en fait. C'est la pire chose à faire avec l'argent. J'aimerais vous poser une question. Vous connaissez un riche qui fait quelque chose qu'il ne comprend pas? Jamais. Un seul riche. Ils sont compliqués. Jamais. Même quand tu les rachettes. Excusez-moi l'expression, mais je vois beaucoup de pauvres qui font des choses qu'ils ne comprennent pas. Excusez l'expression. C'est pour dire que l'argent, la base de l'enrichissement, c'est la sagesse. Tu ne peux pas faire précéder ton argent d'un objet que tu ne comprends pas. Je suis d'accord. C'est ta sagesse qui précède ton argent. Et je rajoute même que tout ce qui est trop beau pour être vrai, c'est quelque chose qu'il faut fuir. C'est pas vrai. Oui, tu mets 100 000, demain je t'envoie 300 000. Et puis la personne vient avec 300 000. Le premier jour, tu es emballé. Mais parce que deuxième jour, non, viens avec 500 000. Il y a une affaire qui secoue un peu le net depuis quelque temps. C'est les histoires de VTC
où on qui apporte 2 500 000, je ne sais pas combien de millions, et tu vas te faire tel nombre de millions par mois, et il y a plein de personnes et on se rend compte qu'en fait, la personne a disparu avec la... Est-ce que vous avez entendu parler de ça? Oui, on a entendu parler de ça. Oui, on en a entendu parler. Donc, en fait, quelqu'un qui vient te dire, on va t'offrir un véhicule, donne peut-être 5 millions, combien de millions, comment tu... Ah, mais si ça m'arrange, c'est quelque chose de concret, tu sais que la voiture va tourner. La voiture est là. Non, je vais laisser Vincent réagir un peu. Vous avez vu la voiture? Sur ça. Vincent, tu peux faire que tu veux réagir dessus? Oui, je vais réagir dessus. Je vais réagir dessus, puis je vais laisser Brice compléter. D'accord. En fait, comme Brice le disait, la base, il faut comprendre vraiment le business model derrière. Et ne pas se précipiter. Est-ce qu'au fond, dans les fondements, c'est un bon business? Oui, c'est un bon business. Pour quelqu'un qui comprend le modèle économique. Donc, on a un véhicule qu'on va acquérir. Bon, peut-être qu'il faut qu'on explique un peu des choses, que les gens comprennent un peu. Oui, allons-y, même si ça terre à terre, ça nous autres. Donc, supposons qu'on vous demande, OK, investissez 5-6 millions. OK, c'est un montant comme ça. Mais la compagnie ne va pas prendre les 6 millions et acheter le véhicule à 6 millions. Il y a des mécanismes financiers derrière qui font que moi, une entreprise, si je viens voir mon banquier, je lui dis, j'ai un apport initial de 6 millions. Combien est-ce que tu peux me compléter pour acheter des véhicules? Le banquier peut me donner, par exemple, 6 millions aussi. Donc je peux payer 2 véhicules avec toi, ton investissement. Donc toi, ton investissement me permet de mettre 2 véhicules en circulation, dont un qui t'appartient et un qui m'appartient. Et c'est la recette cumulée des 2 véhicules qui me permet de te garantir un retour sur investissement que tu vas avoir. Mais ça, on ne va pas vous expliquer ça. Mais ça, c'est comme ça. C'est comme ça que ça se passe. C'est ce qui est dans le ventre de la pile. D'accord. Maintenant, théoriquement, ça peut fonctionner. Mais quand je commence à accumuler, à prendre l'argent de beaucoup de personnes, la société qui vend les véhicules qu'on utilise, que je n'ai pas cité là, mais ils n'ont pas une quantité indéfinie de véhicules à disposition. Donc, on doit avoir le cash qu'on va leur donner. Donc, tout le monde va payer des avances et eux, ils vont ramener à la maison mère qui va fabriquer les véhicules. Ça va prendre le temps que ça va prendre sur les bateaux, dédouanés, etc., avant que ça arrive. Maintenant, où ça coince, c'est que moi, je t'ai dit, non, dès 2 mois, moi, je commence à te donner des retours sur investissement. 2 mois plus tard, je n'ai pas pu avoir le véhicule parce qu'il y a peut-être une pénurie, ou même si le véhicule est arrivé, je n'ai pas pu sortir. Ou alors, je n'ai même pas pu trouver des chauffeurs parce qu'il faut bien que ça tourne, ou alors, mon système n'est pas arrivé à maturation. Mais toi, je dois commencer déjà à te donner de l'argent. Où je trouve l'argent, je ne sais pas où je trouve l'argent. Et surtout que la société que j'ai constituée, je dois payer des salaires, je dois payer des loyers, je dois payer ceci. Donc, finalement, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre l'argent des nouveaux adhérents. C'est ça. C'est une pyramide. Et c'est à ce moment-là que ça devient la pyramide. Sinon, à la base, il y a un modèle qui peut fonctionner. Mais si à la base, il y a un modèle qui peut fonctionner, pourquoi est-ce qu'on est obligé de prendre pour plusieurs personnes? Prends une personne. C'est là justement que ça pose la question. C'est-à-dire, comme il a dit, ce qu'il a dit là, ça n'implique pas, comme vous avez dit, la masse. Ça n'implique pas de faire des pancartes dans les rues. Donc, quand des gens se retrouvent à solliciter tout le monde pour faire quelque chose... donc le truc là, quand on se retrouve à solliciter tout le monde pour faire quelque chose, c'est que finalement, on a besoin que tout le monde fasse la chose. Comme il a dit, parce que la chose ne tiendrait que cette condition-là. Donc, la compréhension, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le contrôle. Une bonne opportunité d'investissement vous donne des leviers de contrôle. Je vais prendre 2 cas, un bon cas et un mauvais cas. Dans le cas de l'immobilier, quand vous donnez votre maison en usage à quelqu'un, s'il ne paye pas, il ne peut pas partir à votre maison. Vous avez toujours le contrôle de la maison. Vous allez en justice, en fonction des pays, vous avez une grosse destruction, vous l'expulsez. Vous avez le contrôle sur l'actif. Ça, c'est le bon exemple. Le mauvais exemple, l'agro-business. Quand vous mettez votre argent sur une parcelle agricole et qu'on ne vous paye pas, vous avez le contrôle sur quoi? Demandez aux souscripteurs de agro-business, ils connaissaient les plantations, ils savaient même où. Donc, quand tu ne peux pas avoir un contrôle sur un actif ou sur une activité, tu n'es plus en train d'investir, tu es en train de croire. Tu es en train d'espérer. Ce n'est plus l'investissement. L'investissement, le bon investissement, te donne des leviers de contrôle. Troisième... Mais dans le cas des voitures, tu as le contrôle, tu la vois, la voiture. Non, justement. C'est qu'il a expliqué, si tu suis bien, il a dit, je donne un apport, la voiture est censée arriver. On n'a pas besoin de débattre, on a déjà un cas. ETS Prestige, 1 milliard, ils ont disparu. Les gens ont donné l'argent, les voitures ne sont jamais venues. Donc, il ne faudrait pas qu'on fasse comme si... Il y a quelque chose qui s'est déjà passé. C'est pour ça que le gouvernement est en train d'intervenir. Des gens ont déjà donné de l'argent et 1 mois après, ils n'ont pas vu les voitures. Donc, on est face à un modèle qui nécessite qu'on soit très prudent. D'accord. Moi, j'aimerais switcher un peu. Alors, on parle aussi des sommes et les crédits.
lorsque vous êtes un peu rentable dans votre compte, les banques vous font toujours des propositions de crédit. Et quand vous vous rendez compte que vous avez de... 12%, non, vous avez de... Voilà, quand vous avez de grandes idées et qu'au final, pourquoi pas, parce que ça peut m'arranger pour investir dans mon business. Et qu'au final, on fait tout ce qu'il faut faire. À la fin, des fois, quand c'est pas rentable, on a ce problème-là. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne gagne pas de l'argent. On est coincé. Comment on doit faire là? Les crédits, est-ce que c'est intéressant? Les microfinances, les banques? Qu'est-ce que vous pensez de ça? OK. Alors, je pense que le crédit en lui-même, il n'est pas mauvais. Mais c'est la finalité pour laquelle nous sommes en train de prendre le crédit. Le crédit devient dangereux lorsqu'on décide de prendre un crédit pour lancer l'affaire. Parce que quand vous prenez le crédit, si la banque est gentille, elle va vous donner un différé. C'est-à-dire peut-être 2 mois, 3 mois avant que vous commenciez à rembourser les traites. Si vous investissez et que votre activité avant 3 mois n'est pas suffisamment rentable ou ne produit pas de cash pour pouvoir commencer à rembourser à la banque, vous êtes dans un trou qui va s'enfoncer, duquel vous n'avez pas sorti. Donc le crédit doit venir seulement lorsque vous avez envie de développer une activité qui fonctionne. Donc j'ai une activité, je tourne avec, allez, on ne va pas citer de grands montants, je tourne avec 500 000 et l'activité, comme je gère bien, je marge à 20%, ça me fait 100 000 francs tous les mois. Donc je me dis, tiens, comme j'ai 500 000 et je génère 100 000, si j'arrive à prendre peut-être 500 000 à la banque et que mon activité passe à 1 million, je peux générer 200 000 de marge tous les mois. Et la banque me dit, quand je te prête les 1 million, tu dois me rembourser 65 000 ou 70 000 tous les mois. Donc, j'ai la capacité, dès le premier mois, de rembourser les 70 000 de la banque. Et quand je rembourse les 70 000, dès que j'ai fini de rembourser les 500 000, le banquier dit, voilà le genre de personne que j'aime. Tu ne veux pas prendre 1 million? Tu dis, oui, je veux prendre 1 million. Donc, ça fait maintenant 2 millions et ton activité va générer peut-être 300 400 000. Mais bien sûr, tu vois, etc. C'est ça, s'enrichir en s'endettant. Voilà. Mais quand tu fais l'erreur de prendre les 1 million, les 2 millions, et tu démarres l'activité, une activité que tu ne connais pas, dans laquelle tu n'as aucune expérience. Par exemple, tu te lances à... Et d'ailleurs, c'est pour ça que les banques ne veulent pas prêter quand c'est pour le public. Voilà. Peut-être que cette robe-là, c'est peut-être la tendance du moment. Ah oui, ça, c'est amoureux. C'est amoureux. C'est peut-être la tendance du moment. Et donc, je vais à la banque, donnez-moi 2 millions parce que je pense que cette robe-là, etc. Donc, le temps que je commande, le temps que ça arrive, que ça finisse, que ça arrive, la tendance est passée, les robes sont sous ma main. C'est vrai, tu es intelligent, monsieur. Et les locations saisonnières? Vous, de la main, vous êtes intelligent. Les locations meublées, il y a beaucoup de gens qui font des locations meublées. De plus en plus. Là encore, je peux intervenir dessus. Il y a la bonne façon de faire, il y a la mauvaise façon de faire. La bonne façon, c'est quoi? OK. La bonne façon de faire, il faut comprendre qu'il y a de grosses sociétés qui ont changé un peu les modèles économiques. Par exemple, le taxi, Uber est venu totalement changer. Aujourd'hui, on a Yango, etc., etc. Donc, la location saisonnière, Airbnb est venu changer le modèle donc pour permettre à chaque personne de pouvoir avoir des locataires, mais ils ont sécurisé le système. Donc, si vous développez votre activité en utilisant les moyens qui sont déjà proposés par Airbnb, par exemple, de façon saisonnière, vous allez avoir des gens qui sont à l'intérieur. Maintenant, ce que nous ne faisons pas, c'est qu'on ne veut pas utiliser ce genre de modèle. On veut aller avec nos connaissances, nos amis. Au départ, ça va fonctionner, mais à un moment donné, ça va coincer. OK? Et comme Yasmine est là, si vous êtes un homme et vous avez déjà votre maison, maintenant vous avez un meublé, et puis bon, l'argent commence à rentrer et que les tentations se multiplient. Ah, les gars, je trouve qu'on fait ça en ville. Vous allez prendre l'appartement pour ça. L'appartement va devenir, etc. Donc finalement, ce qui était censé être une source de revenus va devenir maintenant... Dans la poche de Yachou. Dans la poche de Yachou, mais ça va devenir une charge. Une charge, totalement. La résidence a ses coûts. Je voulais demander, parce que je pense que beaucoup de salariés seront tentés d'être plutôt investisseurs qu'entrepreneurs. À partir de combien, par exemple, on peut investir en bourse? À la BFM, vous pouvez démarrer à partir de 100 000. Donc ça, c'est pour ouvrir ce qu'on appelle le compte titre. Maintenant, les 100 000, c'est du capital investi. Ce n'est pas un dépôt chez nous. Les actions ont des prix qui oscillent entre 20 francs et 85 000. Donc, la plupart des actions coûtent moins de 10 000. On n'a que 4 qui coûtent plus de 10 000. Donc, quelqu'un qui a une épargne de 50 000 par mois, par exemple, il s'engage et je prends l'idée vraiment de la carrière. Donc, je commence à travailler, j'ai 25 ans. J'apprends toutes ces choses-là. Je m'engage donc dans ma carrière à orienter mon épargne sous l'angle de l'investissement avec des entreprises de mon pays. Donc, chaque mois, pour 50 000 francs, j'achète peut-être 50 actions de telle entreprise vers cette entreprise. Et tout au long de ma carrière, mon portefeuille grandit et avec lui, les retours que ça génère. D'accord. C'est cette approche-là que nous... Il y a des risques aussi. Il y a aussi des risques. Non, on s'engage pas ou bien. En fait, la bourse, si on ça veut, tombe, ça tombe. Justement. Si on veut être assez concret,
malheureusement, on ne peut pas citer le nom des entreprises. Mais souvent, les gens font un amalgame entre la bourse des films hollywoodiens et puis la BRVM. À la BRVM, vous avez les 2 plus grands distributeurs automobiles de Côte d'Ivoire qui sont là-bas, dont un est présent en Afrique depuis 100 ans. Il n'est pas encore tombé. C'est ça. Pas citer le nom. Bon, après, je suis d'accord que ça dépend peut-être des entreprises, justement, ça dépend de ce qu'on vise et tout, d'accord. C'est là que je veux. C'est-à-dire que vous n'investissez pas en bourse. Vous investissez sur des entreprises. Et les entreprises qui sont en bourse, c'est vous qui choisissez. Vous choisissez le gars qui a le monopole du courant, là. Justement, ça de lui, je voulais vous n'avez pas de problème. Il a enrichi plein de gens. Voilà, vous n'avez pas de problème. Il a un monopole sur 15 ans. C'est ça, en fait, l'idée. Ce n'était pas d'aller faire la bourse comme à Hollywood. Comme la téléphonie. Voilà. On a de vraies entreprises qui sont sur des marchés avec des monopoles ou avec, malheureusement, des accords. Et elles sont en bourse. Donc, l'idée, c'est qu'elles puissent vous accompagner dans votre vie en vous partageant une partie de ce qu'elles gagnent. D'accord. Alors, vous avez quoi? On est presque à la fin de l'émission. On est déjà à la fin de l'émission. Rapidement, moi, je veux parler pour des personnes qui ont des profils entrepreneurs ou qui veulent entreprendre et qui ont plein d'idées dans la tête et qui ont déjà même commencé à faire plusieurs choses en même temps. Mais à un moment donné, c'est vrai que le corps ne peut pas tout gérer et tu peux aussi ne pas te concentrer sur une activité et finalement, à cause de ce manque de temps, tu perds en fait beaucoup de choses. Comment est-ce qu'un entrepreneur doit organiser son temps pour pouvoir bien manager ces différentes activités qu'il mène? La 8 heures, la 2 heures. Non, là, c'est les 8 heures pour une personne qui veut commencer. C'est quelqu'un qui a déjà plusieurs choses et qui veut faire développer tout en même temps. Je sais que ça, on sera obligé de faire une partie 2. C'est obligatoire. On ne peut pas faire en une, mais je vais aller rapidement. Je vais aller très rapidement. OK. Ce que vous devez éviter, c'est la diversification précoce. C'est-à-dire commencer à faire trop d'activités. Le calcul qu'on fait, on se dit, si j'ai une activité qui ramène 200 000 et que j'ai 5 activités qui ramènent 200 000, à la fin, ça me fait 1 million. Mais au fond, ça me fait 5 activités à gérer. Et pour qu'un business grandisse, il a besoin de 3 éléments. Il a besoin de temps, d'énergie et il a besoin d'argent. OK? Et malheureusement, le temps, vous n'avez que 24 heures dans la journée, moins ce que vous avez déjà donné aux gens. Donc, il faut de l'énergie. Donc, c'est ce qu'il faut faire au lieu de se diversifier, c'est de se dire comment je prends mon premier business et comment j'arrive à le porter. On a fait un peu l'exercice ensemble. Comment j'arrive à le porter de 200 000 par mois à 500 000 par mois. Comment j'arrive à le porter à 1 million par mois, à 2 millions par mois. Comment je me concentre, je me focalise là-dessus, jusqu'à ce que finalement, à un moment donné, j'ai besoin peut-être d'élargir. D'accord. OK. Écoutez, on va faire une partie 2. On est unanime là-dessus parce qu'on doit parler d'entrepreneurariat. Très belle émission. Moi, je suis très fière. Merci. Vous levez, vous deux, messieurs, on vous applaudit. Merci Vincent Cadio, merci Brice Kwao. Vraiment, vous voyez qu'on est resté calme comme ça en train de vous écouter. Franchement, la Côte d'Ivoire vous remercie d'avoir fait autant de bonnes études. Oui, vraiment. Tout le pays. On va faire une partie 2, c'est sûr. On va écrire des livres. Voilà, on va écrire des livres ici. Alors, justement, il y aura un jeu aujourd'hui parce que c'est une belle émission. Il y aura un jeu. Et à la clé, il y aura des cartons de jus Presea. Alors, la question du jeu, donner 3 familles de business qu'un salarié peut faire sans que cela impacte sur son travail. Donc, on en a cité ici 6. Vous n'avez qu'à donner que 3, si vous avez bien compris. Et vous aurez un carton de Presea. Oui, on est gentil, on décide de partager avec vous. Merci Brice Kwao, merci Vincent Cadio. Merci beaucoup les filles. Merci, franchement, à la fin de cette saison-là, ah non, milliard n'est pas milliard. Milliard n'est pas milliard. On dit amen. Alors, on se retrouve demain pour un nouveau numéro des Femmes d'ici. Bye bye bye. Vous venez de suivre Les Femmes d'ici avec Double Millionnaire. Presea, partagez des moments fruités.